Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Merci de prendre rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi avec l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en un clic sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour aussi, Messieurs les juges au siège, Bernard Bougma Jofrava. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, Juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Les réformes annoncées sur les conditions et modalités d'octroi de l'aide et du prêt aux étudiants des universités publiques et privées conventionnelles ne sont pas du goût de tous les acteurs. Elle figure en bonne place dans la plateforme de l'Association nationale des étudiants burkinabé à Neb, section Ouagadougou. Et cela a également été rappelé lors de la grève des 8 et 9 décembre dernier. Retour sur cette actualité et également de la sortie du ministère en charge de l'enseignement supérieur sur la question. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. Nous allons également nous intéresser à une autre crise qui défraie la chronique, celle au sein de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, UNAPSB. Tous ces sujets seront décryptés après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Alors, mon avant-propos va concerner le Mali, où le président Macron est attendu le 20 décembre pour échanger avec Assimi Goïta. Ils ne se sont jamais rencontrés, ces deux messieurs, c'est toujours au téléphone. Cette fois-ci, ils vont se rencontrer physiquement pour se parler. Nul doute que la question électorale, le sujet de Wagner et la lutte contre le terrorisme, naturellement, ces sujets-là vont s'inviter à cette table d'ailleurs. Ça doit être d'ailleurs les plats centraux. Donc on a Bamako déterminé à renforcer et à ne pas cacher sa coopération effectivement avec la Russie. Et donc il y a des commandes et des livraisons d'armes et de moyens de transport. Bon, tout ça se fait sous le nez, la barbe de Paris, et ça irrite. Il y a un premier ministre qui arrive à la tribune des Nations Unies et qui dit à la face du monde que la France l'a abandonné en plein vol, obligeant le Mali effectivement à chercher d'autres partenaires pour sa survie. Donc, je dis toutes ces choses-là mettent la France dans l'inconfort, mais c'est un Emmanuel Macron qui ne manque pas de méthode ou de stratégie. Au lieu de laisser à l'Élysée, laisser ses diplomates réglés qui se déplacent en personne actuellement pour venir échanger avec Assimi Goïta. Alors, est-ce qu'il réussira à faire plier l'homme fort actuel de Bamako? Parce que Paris, regarde, il y a une coopération avec la Russie qui a pris de l'envol, il y a des élections qui vont venir. Quelle va être l'attitude du prochain président malien, donc après la transition, quelle option ce président va prendre et qu'est-ce que ces messieurs-là vont engager avec le Mali, donc vis-à-vis de la Russie, au détriment effectivement de cette France-là. Donc c'est un rendez-vous qui est attendu entre des gens qui ne veulent pas qu'ils se rencontrent ou qui veulent qu'ils se rencontrent. Mais quoi qu'il en soit, je pense que aussi c'était nécessaire que les deux se parlent également, comme on appelle ça. Se parle directement. Voilà, même si certains médias titrent que Assimi Goïta va rencontrer Macron, non, c'est Macron qui sera à Bamako. Donc c'est Assimi Goïta qui va recevoir Emmanuel Macron, certainement sur ce sujet-là. Après, il continue pour aller pour le dîner de Noël avec ses soldats. Oui, mais en tout cas, c'est une rencontre qui est attendue. Maintenant, est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans l'attitude de Bamako par rapport au calendrier électoral? Parce que la communauté internationale également regarde cela. Donc, il y a, après la menace de Jean-Yves Le Drian, disant que la Russie doit faire attention pour ne pas ébranler les intérêts des partenaires engagés, sans nous préciser les intérêts engagés au niveau du Mali. Donc, c'est une menace qui se fait et puis il y a un Mali aussi qui a besoin de se sécuriser. Est-ce qu'on peut dénier aux Maliens de chercher des solutions? Non. Est-ce que la solution est la meilleure? Là, on peut en parler. Et peut-être cette rencontre permettra de décrisper l'atmosphère vis-à-vis des deux. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner la task force qui a été mise en place, dont l'équipe a été renouvelée, qui est chapeautée par Ibn Chambas,
pour les questions d'intégration, libre circulation des biens et des personnes dans notre espace. Et c'est cette task force-là, donc, qui, dans l'opérationnel, essaie de travailler avec les chefs d'État et essaie de bouger les limites qu'il pourrait y avoir. C'est intéressant parce qu'avant, je pense que c'était un certain Salou Djibo qui gérait la task force. C'est depuis 2015, la première équipe est arrivée en 2016. Mais la question qu'on pourrait se poser, entre autres aussi, c'est que depuis, avec la pandémie, la maladie à coronavirus, et puis la façon dont les choses se sont tassées, et puis l'impact que certaines mesures avaient, notamment sur nos économies, où ces task forces-là étaient. On a vu, par exemple, les espoirs nés avec la date trouvée pour le TAC. Il n'y avait pas longtemps le dernier, duquel, pour la plupart des populations, que ce soit celles burkinabè comme ivoiriennes, il était intéressant que la question de la réouverture des frontières entre les deux pays soit posée. Mais ça, en ce moment, on n'a pas vraiment senti une pression, en tout cas. Peut-être qu'il y avait un travail de fourmi qui se faisait, mais ça, on n'a pas vraiment senti, tant et si bien que le TAC s'est fait. Et puis bon, pour ce pays pour ces deux pays qui ont une longue histoire de coopération et qui sont liés par des dénominateurs qu'on ne peut même plus citer de façon exhaustive, on s'est dit ça, au moins, ça allait être le minimum pour donner la leçon peut-être aux autres. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est mis en branle. On a le Burkina qui a ouvert ses frontières. C'est pas tous les pays qui ont accepté d'ouvrir les leurs. Donc, du coup, quelquefois, l'ouverture n'a pas de sens sur certains axes. Mais quoique, c'est la façon aussi d'assumer peut-être la question de l'intégration, puisqu'on dit que le président du Faso est le champion pour ce qui est de notre CEDEAO. Donc, il devrait au moins le prouver. Et puis, on a eu l'autre bruit selon lequel c'est janvier 2022 que l'on devrait avoir, notamment de façon plus claire, ces ouvertures-là se faire pour l'ensemble des pays. On espère que, bon, cette task force-là va travailler à cela. Mais bon, je dis qu'il y a des instruments dont on se pose les questions lorsqu'elles ressortent, lorsqu'ils ressortent parlant d'instruments, et parce qu'on s'est dit, mais en temps on avait un problème, si c'est sa vocation première, pourquoi ils étaient taiseux, pourquoi on ne les sentait pas? C'était mon avant-propos. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi sur les médias leaders True TV et Watt FM. L'année scolaire et académique semble démarrer sur fond de crise. Une grève de l'ANEB tenue les 8 et 9 derniers en est la preuve. Au cœur des préoccupations, les réformes annoncées sur les conditions et modalités d'octroi de l'aide et du prêt au profit des étudiants des universités publiques et privées conventionnelles. Avant justement cette grève dite d'avertissement, l'ANEB a communiqué un peu sur les raisons de ces interpellations. Et la question justement du LMD est également au cœur des préoccupations. C'est un sujet, je dirais, vieux comme le monde. Aujourd'hui, la question, comme on l'a dit, académique revient. On remet en cause le système LMD. Juge Bougma, votre regard justement par rapport à cette grève-là et par rapport à cette interpellation concernant le système LMD. Est-ce qu'il faut évacuer le sujet, il faut le traiter, il faut en finir définitivement? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, sur cette affaire, personnellement, je ne sais plus quoi dire. Parce que c'est un vieux sujet qui cristallisé les passions. Bon, il y a plusieurs pays qui étaient engagés. On nous a dit qu'il y a d'autres qui ont fait un recul compte tenu des implications. Maintenant, bon, c'est un système qui fâche et qui, au niveau de l'ANEB, compte tenu de ce qu'elle affichait, non. Donc, quand elle aura l'opportunité de dire et de revenir sur le LMD qu'elle a toujours rejeté, elle va toujours le faire. Donc, l'ANEB est cohérente avec elle-même dans cette affaire. Elle est fidèle à sa lutte qu'elle a engagée depuis de nombreuses années. C'est aussi sa marque de caractéristique, être fidèle à un objectif, être fidèle à une préoccupation et jusqu'au bout tenir à ce que ce soit réglé. Donc on ne peut pas leur dénier cette fidélité et puis ce choix de s'opposer coûte que coûte à la mise en place du système LMD. Alors, LMD qui est déjà implanté avec ses forces et ses faiblesses, qui nécessite une évaluation pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que le débat qui est posé il est pertinent ou pas? Oui, il est pertinent. Maintenant, comment est-ce qu'on règle le problème? Là, je pense que c'est autour d'une table pour évaluer sincèrement et si réellement ça ne répond pas, trouver une autre solution plutôt que de cristalliser l'attention sur un système qui a commencé et qui est, comme on appelle, qui s'applique également dans plusieurs autres pays.
D'accord. Alors pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur, l'intérêt justement du système n'est plus approuvé. Alors on a écouté le secrétaire général du ministère, Mahmoudou Sawadou, qui estime que c'est un système qui s'applique non seulement au Burkina et aux autres pays de la sous-région. Les bénéfices ne sont plus à démontrer sur tous les plans, mais là il y a aussi la réalité du terrain, chevauchement de l'année académique, nombre pléthorique dans les amphithéâtres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, il faut trouver une solution. Est-ce qu'on ne s'embourre pas dans un système qui aujourd'hui a montré ses limites, ou bien est-ce qu'on a véritablement le choix quand on sait que c'est quelque chose, comme on l'a dit, assez sous-régional qui s'impose un peu à nous? Finalement, quelle est notre posture? Pour moi, il y a plusieurs niveaux dans cette discussion-là, si elle veut être menée. D'abord, il y a l'acceptation par les uns de ce qu'on soit dans un système qui soit quand même éducatif, qui soit globalisant, où il y a des exigences qui s'imposent à nous. On va nous citer, c'est vrai, en contradiction, certains qui s'y sont lancés et qui après se sont rebiffés, mais qui ont eux aussi les moyens de déboucher et les moyens de pression pour exporter les volontés de continuer des études ailleurs et puis de les ramener. Nous sommes dans des réalités qui sont différentes. Donc on est dans un système auquel tout le monde pratiquement a adhéré. Mais le problème c'est que, pour moi, n'est pas de dire que ce n'est pas bon. Non, le problème c'est de dire, quand on y va, est-ce qu'on y va comme les autres, avec les mêmes moyens que les autres? Est-ce qu'on est aussi responsable pour que l'apprenant soit dans certaines conditions, l'enseignant dans d'autres conditions, d'un point de vue moyens humains, en nombre d'enseignants, d'un point de vue infrastructurel, en termes de bâtiments, d'accueil, de capacité, et puis d'un point de vue accompagnement de nos étudiants. Je crois que en la matière, il y a un genre de dialogue de sourds. Vous parliez tout à l'heure de ce point de presse qui était en réponse à la grève des 8 et 9 de l'ANEB, le point de presse qui avait été animé par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, Mahmoudou Sawadou. Je vous prends un morceau de ce qu'il a eu à dire. Il dit que concernant le système LMD, en réalité l'application du système LMD a apporté une grande amélioration dans l'enseignement supérieur. L'université Joseph Kizerbo, qu'il cite, qui est dans ce système, est classée comme meilleure université d'Afrique francophone depuis 2 ans et continue d'accueillir de nombreux étudiants venant de plusieurs nationalités. Ça, ce sont les propos donc du secrétaire général. A contrario, je vous lis un extrait de ce qu'était la note notamment de l'ANEB pour justifier un peu cette grève-là. Voilà ce qu'il dit. Concernant d'ailleurs la même université qui est citée, ils disent par exemple que 3 années, parlant de cette même université qui est citée en exemple, l'ANEB dit 3 années académiques si chevauchent à ce jour, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. En réalité, l'une des principales causes de ce retard est l'application mécanique et hasardeuse du système LMD sans avoir réuni le minimum de conditions nécessaires de son application. Une même réalité, 2 lectures qui sont faites. Mais disons aussi la chose tout nette au secrétaire général du ministère. Vous pouvez dire que l'université de Kizerbo est citée un exemple et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas ce chevauchement dont parlent les étudiants? Quand c'est bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc au lieu d'aller dans un dialogue de sourds et puis chacun de vouloir retenir la couverture vers soi, il y a pour moi des récriminations qui sont légitimes et qui peuvent, en termes de réponse, trouver un adressage qui soit particulier, parce qu'au moins le diagnostic, on est d'accord là-dessus. C'est pas un système qui est parfait. Nous sommes allés au LMD parce qu'il y a une dynamique globale à laquelle on veut aller. Et puis il faut se conformer dans l'espace dans lequel nous sommes et puis dans certains engagements que nous avons pris ensemble. Mais c'est pas parce qu'on a pris cet engagement-là qu'on va aller différemment des autres. Le système, il s'accompagne de réalités. Regardez, aller dans nos universités, l'accès même à Internet, c'est compliqué. Le système LMD là demande qu'il y ait une partie
il y a une partie de recherche qui soit assumée vraiment par l'étudiant, mais cela va avec un contexte qui soit le plus intéressant pour lui pour pouvoir évoluer. Si l'accompagnement il ne l'a pas, vous continuez dans la rigueur d'appliquer la même chose qu'ailleurs, mais sans les accompagnements qu'il faut en termes d'incitation pour que cela marche. Ça va poser problème. Et quand les étudiants vous disent ça ne va pas parce que ceci on ne l'a pas, parce que cela on devrait l'avoir, ça n'est pas venu, donc le système pour nous il est mauvais, mais ils ont raison. Ils ont raison. Je crois qu'il y a un dialogue dessous qu'il y a. Le ministère devrait être un peu plus attentif aux récriminations qui sont celles des étudiants. Maintenant, je suis d'accord aussi que rejeter comme ça le système LMD, dire que non, c'est parce que ce n'est pas bon, c'est se tromper. Ça dépend de comment est-ce que nous on y va. On n'y va pas de la bonne façon. Je crois que c'est ça le problème. Alors, juge Bourma, Geoffroy l'a dit, il faut interroger notre façon d'appliquer le système LMD. Beaucoup estiment également que peut-être le problème est au niveau de l'agencement, de la méthode utilisée au niveau des universités publiques, parce qu'on peut citer des universités publiques qui arrivent, bon à mal, à mettre en place ce système-là et qui arrivent justement à tirer dividende de cette nouvelle façon de faire qui, effectivement, donne une grande place à l'étudiant dans les choix à faire par rapport à son cursus académique. Oui, en fait, ici, nous, notre problème majeur, c'est le chevauchement aussi. Donc, c'est 3 ans, ce chevauchement-là. Je pense que c'est ce qui fait que le ministère veut décrocher. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, ceux qui viennent d'avoir le bac ne vont plus se joindre aux anciens. Par exemple, pour ceux qui reprennent la première année. Donc vous reprenez la première année, vous venez d'avoir le baccalauréat, mais vous ne commencez pas au même moment parce que ceux-là ayant commencé en retard, ça se ressent sur toute la ligne. Donc comme ils sont en retard, s'ils doivent commencer les cours en avril, vous devez commencer en avril alors que vous êtes un nouveau bachelier qui devait normalement commencer en octobre ou en novembre. Donc c'est entre autres solutions et dans la déclaration, le secrétaire général dit que dans plusieurs autres universités publiques, la méthode a été expérimentée et ça a réussi. Ils sont comment on appelle ça, parvenus à équilibrer la tendance. Donc, et pour cela, ils veulent l'appliquer à l'université de Ouagadougou. Donc, c'est d'abord ça. Le deuxième aspect, c'est les questions de moyens. Donc, connexion Internet, des bibliothèques suffisamment fournies pour qu'il y ait une bonne documentation parce que ça responsabilise beaucoup plus l'étudiant. Donc, c'est l'épineuse question maintenant des moyens. Donc, une connexion très fluide, une bibliothèque, comme on appelle ça, physique et ou numérique, à tout, comme on appelle ça, imparable, pour faciliter la recherche. Mais si on n'est pas dans ce contexte, ça va être très compliqué. Je pense que c'est dans cette condition-là que nous sommes. Chevauchement, problème de moyens et puis les conditions sociales de l'étudiant qui doivent être améliorées pour qu'il puisse suivre sereinement les cours. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a l'aspect académique, mais également l'aspect social. Cela est revenu dans la plateforme revendicative de la NEV, ça fait partie des points d'achoppement. Des réformes qui sont annoncées pour les conditions d'octroi de l'aide et du prêt pour les étudiants des universités publiques et aussi des universités privées conventionnelles. Quelques détails. Déjà, l'âge de l'octroi du prêt de l'aide passe de 23 au lieu de 26 ans. On parle également du taux de remboursement qui va connaître une augmentation. On passe de 3 à 7%. C'est des réformes qui sont annoncées. Les raisons aussi sont avancées par le ministère. Mais on a comme l'impression que c'est encore des réformes qui sont annoncées, mais tous les acteurs ne sont pas au même niveau d'information ou on a du mal à s'accorder en tout cas. Juge va. Oui, c'est clair. Et puis bon, ça participe aussi de renforcer les craintes, notamment chez les étudiants. Parce que toutes ces mesures ont d'abord pour but de restreindre davantage l'accès, notamment à ces accompagnements-là de l'État. L'accès, et ensuite maintenant corser la question du remboursement. Maintenant, j'ai écouté le secrétaire général qui disait des choses, par exemple, intéressantes. Quand il dit que la question du recouvrement, du remboursement, peine. Parce que vous avez une cagnotte que vous constituez, ceux qui viennent en bénéficier, lorsqu'ils s'en vont, ils ne cherchent pas à le rembourser. Ça pose problème. Ça veut dire que l'attitude des uns impacte et négativement sur
le caractère accessibilité pour ceux qui vont venir après. Puisque si vous avez une cagnotte qui est en train de fondre comme peau de chagrin, juste parce que les uns et les autres sont indélicats, ça pose problème. On ne va pas continuer à reflouer cela, parce qu'on est dans une situation qui est quand même aussi celle que nous connaissons, qui est quand même assez particulière. C'est bien quand on écoute cet argumentaire. Mais écoutez, quand vous donnez de l'argent, vous donnez les mesures aussi pour pouvoir les récupérer. La plupart du temps, ceux qui empruntent là, ils finissent où ça? C'est pas dans les arcades de l'État, ou bien quand ils finissent, ils sont déclarés à la caisse. Je veux dire qu'il y a un État qui, s'il est vraiment bien organisé, devrait pouvoir rentrer, parce que c'est pas des gens qui se fondent dans la nature. Donc, si peut-être on a bien calibré le caractère recouvrement avec une bonne machine, peut-être que ça va alléger et ça va permettre de continuer dans la même mesure à octroyer les bourses dans les mêmes conditions aux étudiants. Ça dit, c'est pas restreindre qui est le problème. Et quand vous les écoutez, c'est comme si moi j'écoutais vraiment le secrétaire général, mais dans le ton, quand vous regardez, c'est comme si on a accordé tellement de largesse aux étudiants et que maintenant c'est de l'abus. Il y en a qui viennent s'inscrire juste pour avoir du phonaire et continuer. Mais eux, à leur temps, celui qui est en train de parler en son temps là, c'était comment? Parce que disons la vérité, notre rôle, c'est d'améliorer la condition à travers le travail que nous faisons. Ce à quoi nous avons eu droit, qui a fait qu'on a quitté notre village au fin fond, on est venu dans la capitale, on a pu travailler, on est devenu cadre de l'administration. Quand on vient, on doit améliorer la condition pour le petit frère qui va venir demain aussi du même village là, ou des villages un peu plus profonds et qui viendra ici, pour que demain on ait ça qui soit comme un outil, un levier qui soit intéressant et qui enlève chez chacun, parce que dans l'accès à l'éducation et dans la capacité à continuer, qui enlève cette discrimination là par l'argent. C'est ça l'aide. C'est ça l'effort avec le phonaire et tout ce que vous avez. C'est amoindrir la discrimination par l'argent, pour qu'on ait un minimum, pour que ces étudiants-là puissent continuer. Ça ne suffit pas. Et d'autant plus que quand vous regardez au fil du temps, ce ne sont pas des éléments qui ont gagné en poids. Alors que vous tous vous savez ce que c'est que la cherté de la vie. Vous devez actualiser les choses. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous? C'est de resserrer davantage, c'est de dégraisser, c'est d'ajouter des conditions. Je pense que le rôle de chacun, on doit avoir honte de venir dire qu'on va greffer davantage, on va faire ceci, on va faire cela, parce que les gens ils viennent juste s'inscrire pour cela. Mais vous, à votre temps là, c'était comment? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été capable de pouvoir améliorer la chose? Je crois que c'est ça aussi la question qu'on devrait se poser. Maintenant, ça c'est un autre procès qu'on pourrait faire. Mais j'ai dit au moins il y a des pistes. Quand vous avez la conviction que le problème sort sur une certaine question comme le recouvrement, la réponse ce n'est pas de dire maintenant on va coincer davantage. Non, c'est qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour pouvoir rentrer dans ce qui nous a été pris, de sorte à ce qu'on puisse donner plus de chance aux autres. Je crois que ça, notre État peut le faire. C'est pour ça tout le temps on parle d'informatisation. Allez ailleurs où c'est un peu plus huilé, mais très souvent ce n'est pas sous nos cieux. Amusez-vous à faire, à commettre quelque chose ici, mais rentrez chez vous, c'est là-bas que ça va vous retrouver votre délit. Mais pourquoi? Parce que tout est enchevêtré, tout est lié. Il y a une certaine traçabilité. Il y a une traçabilité. Sur certaines petites questions même, comme la question du cadastre, avec les gens qui ont des parcelles à n'en pas finir, qui peut être résolu si on accepte d'aller à une étape de numérisation des données que nous avons. Ça permet de travailler plus facilement. On n'est même pas prêt à le faire. Je veux dire qu'il y a des efforts qu'on peut faire, il y a une rigueur que nous pouvons faire, mais bon, sur lesquels nous traînons les pas, on préfère rester dans nos paperasses et tout. Maintenant, quand ça nous rattrape, on trouve d'autres moyens pour pouvoir régler un problème qui est posé et qu'on est en train de détourner. Et je crois que c'est ça le problème. D'accord. Alors, au niveau du ministère, les arguments sont avancés. On parle d'un gap de plus de 20 milliards de francs CFA qu'il faut combler. Alors, c'est la dette du phonaire. Parlant justement des conditions, on décide aussi de revoir la note qui permet d'avoir le phonaire. On passe de 5 à 8 maintenant. Alors, pour beaucoup, quand on parle de social, ça a tout son sens. Alors, passer de 3 à 7%, presque au même taux que les banques et les institutions financières, est-ce qu'en ce moment aussi, les étudiants n'ont pas un peu raison? Est-ce qu'on parle toujours social avec ces taux-là? Bon, là, c'est la responsabilité de ceux qui ont géré le phonaire jusqu'à maintenant, qui n'ont pas été efficaces dans le recouvrement et qui veulent faire payer soit par les étudiants
actuelle. Et là, c'est là où effectivement ça coince. Donc, maintenant, quel est le système qui a été mis en place pour le recouvrement? Donc, le taux de recouvrement, il est faible. Et là, c'est un constat. Donc, dire que vous allez relever les taux, pour que même si vous gagnez peu, cela puisse augmenter la cagnotte, parce que vous êtes endetté, ça c'est aussi de situer les responsabilités de ceux qui ont géré le FONER. Il faut un audit de mon point de vue, organisationnel et financier, pour voir le goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, pour qu'on arrive à une telle situation. Donc là, je pense qu'il faut clairement situer les responsabilités. Bon, le niveau de vie aussi, lui, il a augmenté. La réalité aussi est telle que le niveau de vie a augmenté. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté dans ce pays-là. Mais maintenant, le FONER participe du social pour l'étudiant. Il y a des étudiants dont les parents ont un niveau de revenu, ça va. Mais il y a des étudiants, c'est encore compliqué. Donc, relever le taux à ce niveau-là, il finit, il commence à travailler, il ne gagne d'ailleurs pas grand-chose, et puis il y a un FONER qui toque à sa porte, qui veut également, qui demande remboursement, et lui aussi pour sa survie, par avoir une banque, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir commencer ses propres réalisations sur le social, engin, logement ou je ne sais pas moi, ça contribue à durcir davantage les conditions de vie et le travail de ceux qui sont en train de venir sur le marché de l'emploi par rapport au système de recouvrement qui va être mis en place. Alors qu'on dit que c'est du social. Donc là, il y a effectivement à regarder de près les choses et de revoir ce montant-là. Ça, parce que j'ai l'impression que l'explication, c'est qu'on est endetté à hauteur de 20 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut relever les taux, mais en même temps, par rapport à ceux qu'on n'a pas pu recouvrer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, en fait, moi, de mon point de vue, c'est un débat qui est très pertinent et je comprends aussi là comment on appelle ça, l'attitude des étudiants. Mais maintenant, par rapport à la moyenne, ils disent que c'est pour refuser effectivement de faire la promotion, c'est pour faire la promotion de l'excellence. Donc, qu'ils ont relevé la moyenne à 8 pour que les étudiants ne puissent pas s'inscrire, et lâcher les études, aller faire autre chose et puis venir se concentrer juste pour avoir les 5 de moyenne par rapport à l'aide qui est servie. Bon, effectivement, le constat aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui font d'autres boulots. Et ça n'a pas commencé au Burkina. D'ailleurs, je pense que dans nos pays, c'est venu beaucoup plus tardivement. Pour nos compatriotes qui vont de l'autre côté, ils travaillent et puis ils étudient. Donc, il faut trouver un équilibre pour pouvoir jongler et joindre les deux bouts pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est connu. Les étudiants qui travaillent, c'est connu. Mais maintenant, ici, ce qui est pointé du doigt, c'est le prétexte pour pouvoir avoir l'aide. Donc on a l'impression que c'est des gens, selon les explications, qui ne veulent pas suffisamment mouiller le maillot en classe, mais qui font des activités ailleurs, mais qui viennent juste remplir des formalités juste pour avoir l'aide. Donc il faut relever le niveau à ce niveau-là. Mais c'est déplacer le problème. Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, peut-être qu'ils n'iront plus chercher autre chose. Alors le SGL a dit, quand on regarde très bien le système, c'est vrai, il y a des failles, mais il y a aussi des abus des étudiants qui s'inscrivent rien que pour bénéficier de l'aide octroyée par le FONER. La solution, c'est quoi? Est-ce qu'il faut augmenter les filtres ou bien il faut justement supprimer les étudiants inscrits dans les universités publiques sur la liste des bénéficiaires? Mais ça, c'est pas nouveau. C'est aussi vieux que ce système est aussi vieux que l'université. Vous gérez des communautés d'hommes, vous mettez un système de filtre. Ils vont réfléchir à comment est-ce que perforer le système de filtre. Donc ça, ce n'est pas nouveau. C'est maintenant, moi je suis étonné que ce soit maintenant que le débat se pose sur la table et qu'on cherche des solutions en relevant des moyens. C'est des solutions d'un point de vue qui devaient venir depuis longtemps. Et puis, c'est de faire quoi? Ce qu'ils sont en train de faire qui est bien, c'est le numéro d'identification. Donc unique, donc personnel pour chaque étudiant. Donc il y a un identifiant personnel pour chaque étudiant qui permet effectivement de le suivre à la restauration et tout. Voilà. Donc maintenant, des étudiants qui ne s'inscrivent juste que pour l'aide, mais ici il a besoin d'aide, qu'est-ce que vous voulez? Il a d'autres activités.
il a été orienté dans une filière même qui ne l'intéresse pas. En attendant, monsieur n'a pas le courage de dire bon, je renonce, je vais faire autre chose, mais il y a une aide qui est là. Est-ce qu'on pourrait penser à abus? Mais on est dans une société où les enfants ne regardent pas loin. Ils ne cherchent pas loin. Ceux qui nous dirigent là, comment dribblent la loi, comment ils font avec la loi, comment ils rusent avec la loi. C'est les jeunes aussi, regardent. Puis disent comment nous sommes peu rusés. Si chacun faisait correctement son boulot et que l'intégrité donc acclamée Thomas Sankara était de mise, les étudiants n'auraient même pas eu ces pensées-là. Parce que ça va être des gens travailleurs, intègres, qui n'ont pas besoin de tricher pour pouvoir survivre. Parce que ça, c'est pour la survie. Donc, je pense qu'il y a cette réalité aussi qui est là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, la machine phonaire en elle-même demande un audit, même organisationnel. L'audit n'est pas forcément financier pour voir qui a détourné. Non. Parfois, l'organigramme fait que vous n'êtes même pas efficace. Il y a toutes ces choses-là à voir. Donc, comment on appelle ça, penser que c'est la solution, c'est l'une des solutions. Je suis d'accord qu'il faut relever le niveau, avoir des étudiants excellents. On est classé comme meilleur au niveau comment on appelle ça, au niveau de l'espace francophone, c'est bon, mais c'est pas suffisant. C'est bon à prendre de mon point de vue, mais ce n'est pas suffisant. Donc, travailler à l'excellence, c'est bien. Mais maintenant ici, la question de l'excellence, c'est pour pouvoir créer de nouveaux filtres. C'est bon de créer des filtres, de mon point de vue, mais il faut d'abord que chacun fasse son travail. D'accord. Alors, juge Bourma proposait l'identifiant unique qui permettra d'avoir cette traçabilité-là et suivre un peu ce que chaque étudiant fait. C'est vrai que la question est abordée notamment au niveau du restaurant universitaire où on est en train d'aller vers une digitalisation. Ce point-là également figure parmi les points d'achoppement. Finalement, c'est quoi le souci? Est-ce que c'est la peur du nouveau ou bien c'est des différences techniques sur le terrain parce que le sujet a été plusieurs fois abordé au tribunal de l'actualité ici? Moi, je pense qu'il y a une conjugaison aussi des choses. Il y a la réalité de ce que certains veulent continuer de fonctionner comme ils le faisaient en permettant à des non-étudiants même des fois à pouvoir avoir accès à des services qui sont supportés par nous tous et auxquels ils n'ont pas droit. Et deuxièmement, il y a aussi le caractère peu convaincant des choix qui ont été faits, notamment par le ministère et la façon dont ça a été mené. Avec un premier opérateur qui est allé sur des phases pilotes qu'on a reçu ici, qui lui-même est assez critique sur la façon dont la suite a été faite après, nous prévenant qu'il allait avoir de véritables problèmes et tout, et puis comme si c'était un jeteur de courrier, mais en fait c'est parce que c'est un expert du domaine dans lequel il est et il nous parle de ce sur quoi il a travaillé au départ. Cela est vraiment arrivé. On a vu le forcing fait par le ministre pour qu'on puisse commencer, et puis après il y a eu rétractation. Voilà la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça n'est pas de nature à renforcer la confiance relativement à ce système. Sinon, à la vérité, c'est que la volonté première, elle est bonne. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des dépenses dans les situations dans lesquelles nous sommes pour des gens qui n'ont pas droit à une subvention pour des plats, qui ne sont pas étudiants ou bien qui ne devraient pas être là. Ça ne peut pas continuer. Et quand on a écouté ceux qui avaient fait la phase pilote et tout, ils ont vu combien, en termes de millions, on a pu avoir comme élément sauvé, comme somme sauvée. Donc, ça permet au moins de donner en tout cas une clé lecture des plats qui sont servis, de ceux qui y ont droit, et puis des économies d'échelle qu'on se fait en la matière parce qu'on est plus strict dans le suivi de ces éléments. Ça n'arrange pas tout le monde, notamment ceux qui partaient manger aux rues tranquillement alors qu'ils n'y ont pas droit. Mais je pense que ça arrange tous ceux qui contribuent à ce que l'étudiant soit à l'aise pour aller donc continuer d'apprendre. Et ça arrange aussi l'étudiant qui se plaint très souvent des rations. Parce que là, au moins, on peut avoir un clair équilibre parce qu'on a plus de ressources. Donc, je pense que ça, c'est important. Et là aussi, ça permet même parce que c'est des questions de passation de marché, ceux qui exécutent en termes de restauration ces marchés-là, qu'on soit aussi regardant sur la réalité du nombre de plats qui sont livrés et tout. Donc, ça permet pour moi un regard qui est très intéressant. Mais
C'est ça le problème aussi souvent chez nous. Même quand on rentre dans une dynamique qui est bonne, qui est positive, dedans vous allez trouver les moyens des uns et des autres de tirer, et avec les intérêts des fois opposés, vous vous retrouvez dans une dynamique qui est bonne, avec des résultats qui ne sont pas bons. Je crois que la question, c'est ce qui est arrivé avec le changement d'opérateur, avec les discussions qu'il y a eu, même le lancement qu'on devrait faire à Ouaga ou bien à Bobo à un moment donné. On voit qu'il y a des problèmes, on se rend compte qu'on n'est pas forcément prêt. On se demande, mais attendez, est-ce que les gens ils ont vraiment bien travaillé sur leur projet avant de venir? Donc quand c'est comme ça, pour ceux qui sont réticents à cela, ça leur ajoute de la matière. Mais sinon, dans le fond, il n'y a pas de débat à se faire. C'est une bonne initiative. D'accord. Alors, il y a des points d'achoppement, il y a des griefs. Quand on regarde, juge va la rappeler, chaque acteur regarde avec ses lunettes, chacun a sa grille de lecture. On a comme un dialogue de sourds. Jusqu'à présent, on se répond par médias interposés en accusant aussi l'une ou l'autre partie. Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour justement résorber cette crise-là? Pour l'instant, c'est une grève de la section Ouagadougou. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un effet boule de neige? Bon, craindre l'effet boule de neige, c'est des solutions à un problème que l'ensemble des partis cherchent. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de crainte à avoir parce que c'est sûr qu'ils vont se parler. Tous les combats, à un moment donné, se sont réglés autour d'une table. Donc, et c'est sûr qu'ils vont se parler parce que déjà, il y a des instances où l'ensemble de ces partis-là siègent dans des différents conseils d'administration, que ce soit au Sénat, que ce soit au niveau de, comment on appelle ça, de la vie universitaire. Donc il y a beaucoup d'autres sections où les étudiants siègent et regardent comment ça se passe dans leur point de vue. Parfois ils ne sont pas d'accord, parfois ils sont d'accord, mais c'est sûr qu'ils vont finir par se parler directement. Donc, médias interposés, c'est vrai que nous-mêmes on a tenté d'avoir ces parties-là pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Peut-être qu'ils vont se prêter à cela, mais en attendant certainement de voir comment est-ce que ça va s'arranger, mais ils vont finir par se parler. Parce qu'ils ne pourront pas continuer à s'invectiver par médias interposés et je dis bien pour pouvoir avancer. Voilà. Merci, messieurs les juges. On va passer à un autre sujet qui défraie la chronique. Une crise de leadership au sein de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire, du supérieur et du supérieur. Alors, du Burkina, une APSB. On l'a vu, Hector Ouedraogo débarqué après un congrès qui s'est tenu le 3 décembre dernier. Ce dernier estime que le congrès il est illégal, un dossier en justice. Alors, juge Va, c'est une crise qui n'honore pas la communauté éducative. Non, du tout. Ça n'honore pas la communauté éducative, d'autant plus que, quand vous regardez, il y avait, je pense que Hector avait été fait, ils ont été président de l'international dans la matière des fêtières, pour ce qui est la défense des parents d'élèves. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où ça a échoué au Burkina, c'est un genre de reconnaissance, on est un peu plus en avant, mais quelques mois après, voilà, patatras, comme dirait l'autre, le nommé est mis en cause au sein même de l'union et donc de la fêtière qui lui représente. Le problème, ce n'est pas que il y ait des questions légères qui soient interrogées ici, mais c'est sur des questions d'argent et de gestion. Et puis, quelquefois des positions qui, pour beaucoup, je parle de ceux qui l'entourent, sont des postures esselées, mais qu'on fait assumer, notamment par l'UNAPSB, ceux pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Pour revenir sur les récriminations qui ont été sorties, il y a la question des 25 millions du ministre, dont il dit n'avoir reçu que 15, donc il y a 10 millions de flottement. Il y a certains moments où on attendait notamment les parents d'élèves s'exprimer sur des questions assez fortes, par exemple la fermeture de Zenda, et pour lequel il a fallu, selon leur dit, mettre la pression pour qu'on ait un genre de réaction, et laquelle encore, et beaucoup d'autres petites questions comme ça, et on parle même de ces rapports avec notamment le ministre qui n'arrangeait pas la collaboration entre l'UNAPSB et le ministère, qui devrait être quelque chose de fondamental. Donc ce sont des récriminations là qui sont ressorties. Mais parmi celles-là, moi je pense que je n'ai pas dit que les autres ne sont légères, mais la question des 25 millions, pour moi, ça doit se régler facilement. Puisque on dit que le ministre a dit officiellement j'ai donné 25 millions, notamment pour son investiture au niveau de l'international des parents d'élèves. Lui, il déclare 15 millions.
Et dans la tambouille là, il y a un décret qui le nomme au Conseil économique et social. Quand on est là-bas, ça sonne mal. Ça sonne mal. Lui tient mordicus, il dit que voilà ce qu'il a reçu. Pour ce genre de choses-là, je ne pense pas qu'on donne de l'argent sans... je ne sais pas comment ça se passe, quoi. On ne donne pas de l'argent sans écrire quelque chose. Parce que ça ne vient pas de la poche du ministre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça devrait se faire, ça devrait être élagué très rapidement. Et puis, si ce qu'on dit c'est vrai, il doit en tirer les conséquences parce que ça c'est grave. Pour moi, c'est un fait qui est quand même assez grave. Maintenant, pour le reste, je suis d'accord. Quand on parle du cas de Zenda, je vous prends président à témoin. En gérant notre rédaction, combien de fois on a tenté de joindre M. Hector Ouedraogo sur la question de Zenda et sur d'autres questions, où on a senti un genre de mal-être, un genre de malaise sur la question. Parce qu'on nous tournait un peu en rond. On s'est dit, attendez, c'est pas possible. C'est vous qui représentez les parents d'élèves, vous devriez avoir un mot. Pour l'avoir, c'était compliqué. Et là, je ne suis pas dans leur secret, mais du dehors et à travers les rapports que j'ai à travers mon métier, sur certaines questions, je me dis que ce qu'ils disent n'est pas si faux. D'accord. Alors, juge Bouma, c'est vrai qu'on parle de questions de gestion solitaire et de gestion peu vertueuse. Certains aussi dénoncent l'immixtion du politique dans la gestion de cette structure-là. Alors, ce qui est évident, c'est que ce n'est pas la première fois que la structure fait parler d'elle dans l'actualité et de la mauvaise des manières. Comment vous analysez justement cette crise-là ? Non, c'est une crise de confiance qui est née entre un président et ses collaborateurs. Le seul regard que j'ai, c'est que c'est une crise de confiance qui s'explique par ce qu'ils ont donné comme récrimination, la gestion de l'argent, son attitude vis-à-vis du ministre de l'Éducation nationale, son mutisme sur un certain nombre de choses. Et puis la réalité aussi, c'est son appartenance à un parti politique qui est connu. Aujourd'hui, maintenant, trouver dans une association où vous n'aurez personne qui appartient à un parti politique, c'est très difficile. Très difficile, mais maintenant la couleur politique ne devrait pas prendre le dessus. Nous connaissons des barons, des organisations de la société civile. S'il ne vous a pas dit, ou si vous ne l'avez pas surpris, vous ne pouvez pas savoir qu'il a des acquaintances avec X ou Y. Vous entendez pour la première fois, vous dites c'est faux. Non, c'est pas possible. Non, il n'est pas dans un parti politique. On vous dit non, il est le conseiller de tel. Après, vous vous rendez compte que c'est vrai. Parce que quoi ? Monsieur joue bien sa partition de sorte que son appartenance politique ne puisse pas gêner ses camarades, créer des problèmes et que son image ne soit pas perçue comme l'image d'un cadre d'un parti politique. Parce que quand il a ses activités politiques, c'est rangé. Quand il a aux activités de son organisation, c'est rangé. Et les décisions ne prennent pas en tenant compte de cette coloration politique ou de cet activisme politique. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Alors, ce qui est reproché à Hector, c'est déjà cela. Maintenant, est-ce que c'est incompatible avec la fonction ? Je pense que s'il s'était bien comporté par rapport aux questions de Zenda, par rapport à ce qui lui est reproché comme gestion financière, on n'en serait pas là. Les gens même allaient vite oublier que monsieur est dans un parti politique. Et dans ce même bureau, vous allez voir que beaucoup sont dans des partis politiques. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est comment restaurer la confiance entre ces acteurs-là, parce qu'ils sont déjà devant les tribunaux. Il y a Hector qui est remplacé formellement, il y a une justice qui dit que ça a été illégal, il y a une affaire qui est attaquée, mais aussi il y a un autre dossier qui est déposé pour diffamation. Pour diffamation. Donc, entre M. Ouedraogo et ses anciens collaborateurs, ça ne va pas être une partie de plaisir parce que les plaintes se multiplient. Parce que j'ai dit bien une plainte encore qui a été déposée pour diffamation. Alors, pour beaucoup, cette crise-là met de l'eau dans le moulin de ceux qui estiment que cette structure, en tout cas parlant des APE, n'a pas sa raison d'être au regard de ce que ça apporte et au regard aussi des débats et des interrogations que ça suscite. Juge va. Oui, mais vous savez, l'arbre qui pousse là, ça ne fait pas de bruit, c'est celui qui tombe qui en fait. Et c'est pour cela aussi que quand on entend souvent l'UNAPSB, c'est pas dans les petits projets qu'on a souvent dans nos écoles qui sont souvent intéressants, ou bien les petits accompagnements qui permettent de donner un genre de bol d'air, notamment à ces établissements-là. Mais on les entend beaucoup plus lorsqu'il s'agit de bagarres et de guéguerres pour la tête notamment, soit de ce conseil de gestion des écoles ou bien au niveau même de l'association elle-même. Sinon, quand c'est bien organisé dans certains lieux, ça marche très bien. Mais n'oublions pas que derrière, là où il y a l'argent, il y a toujours aussi des appétits.
Et c'est ça qui pose problème. Je sais que ce qui est en train de se passer aussi, voilà qu'il y a la question de l'argent dedans. Au fond, quand vous regardez, c'est des sommes qui sont brassées. Je pense qu'il y avait une rencontre avec c'était le RENA qui était présent, il parlait des questions de corruption et tout. Je pense que l'UNAPSB présente a donné quelques chiffres, même s'ils ne sont pas rentrés dans le détail. Ils ont dit que ce qui revenait, et c'était Hector Ouedraogo lui-même qui le disait, il dit ce qui revenait, parce qu'il y a dans ce qui est collecté, il y a 60% qui reviennent à l'association et 40% qui reviennent au conseil de gestion des écoles. Sur les 40% qui reviennent à la question de gestion des écoles, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est pour rien que 2020-2021, l'année scolaire là, c'est plus d'1 milliard qui est allé à la gestion des écoles, conseil de gestion des écoles. Donc, quand vous prenez 1 milliard qui constitue 40% d'une manne, vous êtes à au moins 4 milliards. C'est pas de petits sous dont nous sommes en train de parler. Donc, je veux dire, dans ce qui est collecté à travers parents et tout, c'est vraiment de l'argent. Et c'est pour ça aussi que, quelquefois, vous vous rendez compte que ceux qui crient chaque matin, alternance, pourquoi cela dû au pouvoir, eux-mêmes ils sont dans des petits postes d'association là, mais c'est comme si ils veulent y faire de vieux os. Dans les APE, allez voir ceux qui sont à la tête là. Ça fait des années que le monsieur il est là, il est inamovible. Quelquefois vous vous demandez, lui là, son enfant n'est pas encore allé à l'université. C'est ça. Et c'est comme ça. Ça fait que ça pose problème et par moments, les gens sont beaucoup plus critiques pour dire que c'est plus une affaire de ponction de sous au niveau des parents et puis on ne fait pas grand-chose et on se partage ça alors qu'il y a beaucoup à faire. Alors qu'il y en a aussi où c'est vraiment une contribution très positive à la vie de l'école. D'accord. Alors, il faut clairement assainir le milieu. La liberté d'association est reconnue au Burkina Faso. On connaît les textes qui encadrent justement cela. Mais comment l'autorité peut nettoyer, peut justement donner un coup de balai sans qu'il y ait ces suspicions d'immixtion et tout cela? Comment tout cela peut être géré, juge Bougman? Ce que l'autorité peut faire, c'est c'est quoi? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis de s'organiser en association? Oui, c'est permis. Maintenant, est-ce que c'est de fait ou bien c'est volontaire? Parce que votre enfant, il est dans tel établissement, vous êtes de fait membre du bureau de l'association des parents d'élèves. Vous partez pour payer, comment on appelle ça, pour payer la scolarité, on vous dit les frais de scolarité voici, mais les frais d'APE, voilà. C'est pas négociable. Donc, et même là, c'est réglementé. Il y a des plafonds à ne pas dépasser. Je crois que le plafond, c'est 5 000 francs. Si je ne me trompe pas. Peut-être que ça a été revu. En tout cas, jusqu'à une époque récente, c'était 5 000 francs maximum que les établissements devraient fixer comme frais APE. Mais ça, c'est l'État qui a réglementé certainement. Mais maintenant, vous arrivez, vous payez, vous êtes membre de fête. Un jour, l'enfant vient à la maison, t'as un bout de papier, il y a une assemblée générale qui a convoqué. Bon, il y a beaucoup de parents qui ne vont pas, il y en a qui vont, vous arriver à un bureau, des gens qui se lèvent, qui sont membres du bureau, ils vous présentent ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, et puis, ce qu'ils projettent faire. Et ils vont vous citer les réalisations qui étaient tout. Bon, vous venez d'arriver, puisque votre enfant vient d'arriver à l'école. Donc, vous êtes membre des fêtes. Ce qui fait que vous n'avez pas la liberté de dire je ne veux pas militer, donc je ne paierai pas les frais APE. Parce qu'à les établissements, vous n'avez pas déposé les frais APE, l'enfant n'entre pas. C'est obligatoire. Vous pouvez même négocier la scolarité par moment. On peut vous faire des réductions, dire bon, ok, on peut vous concéder. Mais comme vous n'avez pas l'argent d'APE, nous allons faire déduire ce montant là-dessus que vous venez verser comme scolarité, alimenter l'APE. Quand vous allez venir payer, ça va combler. On a vu ces choses-là. Donc, c'est obligatoire en réalité. Et c'est ce qui fait que certains ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec les associations des parents d'élèves. Mais ce n'est pas qu'au Burkina qu'il y a des associations des parents d'élèves. Dans les autres pays africains, dans les autres pays européens, il y en a. Maintenant, c'est quel encadrement on donne, c'est quel encadrement l'autorité donne, c'est quel mécanisme de contrôle l'autorité publique a pour pouvoir regarder ces choses-là, pour que ce ne soit pas des abus. Je prenais l'exemple au niveau du tribunal de l'actualité, où vous avez un parent d'élève dans les 1200 logements qui était là, le monsieur était élève au lycée là-bas quand il était président des parents d'élèves. Il finit ses études, il vient déposer son enfant à l'école. C'est monsieur qui est toujours président de l'association des parents d'élèves. Il a été débarqué il y a en gros 3 ans. Mais c'était un cas à l'école. À un moment donné, c'est sûr que si c'est pas, il va prétexter d'un petit-fils ou l'enfant du voisin, c'est pas sûr qu'il est encore même un enfant scolarisé. Là, il y a un problème.
Donc il y a eu à un moment donné, il y a eu un laisser-aller où vous avez eu des présidents d'APE qui ont, comment on appelle ça, qui ont eu plusieurs années à la tête et parfois qui n'avaient pas d'enfants. Même à Hector, il a été reproché de n'avoir pas d'enfants régulièrement inscrits dans les écoles burkinabées. Et ça, c'est pas vrai. Pour ça, en tout cas, c'est pas vrai. Il a sa fille qui est d'ailleurs sa Benjamin, qui est inscrite. Ça, c'est vrai. Sur cet aspect-là, il a au moins un enfant au Burkina. Maintenant, pour les autres cas, comme l'autorité régule, moi je pense que ça c'est vraiment à la charge de l'autorité de regarder clairement les choses. Pour que l'aspect obligatoire, que certains ne veulent pas voir, puisse être enlevé. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Mais quand vous approchez également, vous regardez l'action de certaines associations de parents d'élèves dans d'autres établissements, vous dites waouh, il fallait en créer. C'est des associations qui vous ont fait bouger des lignes, qui ont permis qu'il y ait des enseignants complémentaires que l'APE contribue à régler, qui ont permis d'avoir des moyens, comme on appelle ça, de locomotion pour l'établissement, ou avoir même des salles de classe équipées. Les APE ont réussi ces prouesses-là, parce que ça dépend de la qualité des dirigeants. Mais pour d'autres aussi, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Donc, il y a de l'ordre à mettre dans tout cela. Alors, juge Vahan, on l'a dit, on connaît la contribution de ces associations dans la vie des établissements. Vous avez parlé de la capacité de mobilisation financière de ces structures-là. Finalement, la même question, qu'est-ce qu'il faut pour justement assainir et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Bon, vous savez où il y a les sous, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, tout à l'heure, Bernard disait quelque chose d'intéressant, c'est le modèle sous lequel ils arrivent donc à collecter cette importante manne-là. Je ne pense pas que vous ayez plusieurs associations qui se retrouvent l'année avec 4 milliards, en gros, un peu plus même d'ailleurs, à devoir gérer quand on prend tout leur démembrement et tout, et que vous remontez. Donc, c'est pas aisé. Maintenant, il y a la contribution qu'on ne peut pas nier pour ce qui est de ces associations-là. Mais le problème, c'est qu'il faut aller le voir au niveau micro. Alors que, quand vous allez au niveau micro, autant vous avez des exemples d'avancées ici, avec des actes qui sont probants, avec du visible, parce que vous venez, on vous dit que c'est eux qui ont aidé à faire ceci, c'est eux qui ont aidé, vous voyez tel bâtiment là, ils sont en train de travailler avec nous pour qu'on puisse faire ça. Les enseignants qu'on a pu avoir, c'est grâce à eux. Il y avait tel problème ici, on était en tension de trésorerie, ils nous ont avancé, on a commencé à travailler, c'est du concret. Mais ailleurs, vous allez aller juste à côté, c'est des gars qui sont en train de se faire une bagarre de chiffonnier sur les questions de gestion parce qu'il y a de l'opacité. Les uns ne sont pas d'accord avec les décaissements qui sont faits parce que lui aussi, il n'y a pas eu droit à certains éléments dont il a entendu parler. Bon, quand vous êtes dans des situations comme ça, c'est difficile on va dire, comme nos hommes d'église parlent du livret et voilà, comme il le dit, c'est difficile. Soit vous décidez de jeter l'eau du bain avec le bébé, soit vous décidez de regarder un peu là-dedans. Mais je pense que l'un des déclics premiers, il faut qu'on se penche sur le caractère obligatoire. C'est toujours non, c'est pas forcé, mais il y a des établissements où vous n'avez pas le choix. Tant que le caractère obligatoire là n'est pas enlevé, ça ne peut pas assainir. Parce que quand vous venez et que vous contribuez de façon volontaire, vous avez un regard et c'est ensemble que vous gérez. Maintenant, quand c'est une obligation, à début d'année, je donne et puis moi je tourne le dos, je suis parti, je sais que ça, l'argent, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Ce n'est pas bon. Et il y en a qui sont là que pour ça. C'est ça en fait. Quand c'est volontaire, c'est une adhésion volontaire, évidemment, c'est un mode associatif au sens plein du terme. Parce que ça va d'abord avec un dénominateur premier, c'est celui de la volonté. Et de faire ensemble des choses. Alors que ici, on est dans une obligation de contribution volontaire et puis dans une gestion quelquefois opaque après. D'accord. Alors on l'a dit, cette affaire a maintenant des relents judiciaires avec les plaintes qui ont été déposées. Nous allons suivre de très près cette actualité-là et pourquoi pas convoquer les différents concernés au tribunal de l'actualité. Donc crise au sein de l'UNAPSB et bras de fer entre l'ANEB et le ministère en charge de l'enseignement supérieur sur les réformes annoncées sur les conditions et modalités d'octroi de l'aide et du prêt aux étudiants des universités publiques et privées conventionnées. Voici les deux sujets qui avaient été retenus
pour la présente convocation. Nous allons y mettre un point final et se donner rendez-vous pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.